aujourd'hui je suis avec Gilles Munch, qui est un membre du CNEGU et qui va nous parler de l'opération Saros. Bonjour. Bonjour, Michel. Donc tu as été une des chevilles ouvrières de cette opération Saros. Est-ce que tu peux un peu nous en faire l'historique? D'où est venue l'idée de cette opération? L'opération Saros, l'idée est venue il y a déjà pas mal de temps, parce que ça devait être en 1993-94, donc ça date déjà. À l'origine, ça remonte aux travaux que faisait Eric Maillot, qui est membre aussi du CNEGU, et qu'il était déjà à l'époque, avec qui on avait travaillé avec François Diolès, qui est un ancien président du Cercle Vosgien Lumière dans la Nuit, qui était un ingénieur d'automobile et qui est resté pendant plusieurs années à la tête du Cercle Vosgien et qui a accédé l'ufologie en 1988. Donc on a travaillé avec lui sur les cas d'effets physiques en cherchant à créer une base de données et à étudier donc ces cas d'effets physiques, arrêt moteur et toutes ces choses-là, avec lequel était aussi associé Michel Figuet. Et lorsque François Durez a quitté l'ufologie, donc avec Michel Figuet, on avait cherché à remplacer la troisième personne de ce triumvirat, si on peut dire. Et c'est là qu'on avait justement récemment pris des contacts avec Eric Maillot et il a été intégré à notre petit groupe pour travailler sur les effets physiques. Et donc dans cette dynamique-là, Eric s'était mis à étudier un peu la casuistique pour remplir des fiches et trouver des cas d'effets physiques. Et il s'était aperçu, en cherchant à codifier les cas, s'était aperçu que certains, à son sens, semblaient relever de méprise. Donc il a commencé à se brancher sur les cas de méprise potentiels. Et la source de méprise principale qu'il a identifiée rapidement, c'était la Lune. Donc il a commencé à établir un catalogue de toute une liste de possibles méprises Lune, possibles ou certaines déjà, certaines étaient déjà quasiment évidentes, et on a diffusé son travail dans la revue de la Serpent, une petite association qu'on avait fait, dont Michel Figuet était le président, Société d'études et de recherche des phénomènes aériens non identifiés, qui était un petit clin d'œil au CEPRA à l'époque, de l'analogie des deux sigles, pour faire un petit clin d'œil. Et donc on avait diffusé cette liste de cas de méprise Lune potentielle, et dans cette liste figurait un cas vosgien de Darney, une observation de 1974, que l'on n'avait pas enquêté nous-mêmes en tant que cercle vosgien à Lumière dans la Nuit, mais qui avait été enquêté par le groupe de Nancy, le GPN, groupe privé ufologique nancéen, notamment par Raoul Robet et ses frères et cousins, et d'autres personnes du groupe, et qui avait à l'époque fait un rapport qui avait conclu à un ovni classique, une observation non identifiée. En fait, en deux mots, c'était une affaire d'un atterrissage potentiel d'une grosse lumière à proximité de la gare de Darney, qui est un petit village des Vosges, et ça avait été observé par toute une série de personnes qui étaient dans un hôtel-restaurant, qui étaient sortis et qui avaient vu cette grosse lumière posée sur la voie ferrée, du moins dans leur esprit. Et ce cas-là, à l'époque, de l'enquête avait été conclu qu'il s'était passé un phénomène non identifié, quoi. Et Eric, dans sa liste, mentionnait que c'était possible qu'il s'agisse d'une méprise Lune, puisque la Lune se trouvait en lieu et place de l'OVNI. Donc, comme c'était à proximité de chez nous, on s'est dit, c'est peut-être intéressant de refaire l'enquête, d'aller voir sur place. Et c'est là que m'était venue l'idée d'exploiter le cycle du Saros, puisqu'on a se retrouvé à l'époque où on a fait ça, en 94. Le cas, en fait, était, j'ai oublié de le dire, de 74. En 74. Donc, on a dû faire ça 18 ans après, donc ça devait être en 92, que nous sommes retournés sur les lieux pour justement profiter du cycle du Saros en disant la Lune va revenir au même endroit, c'est l'occasion jamais de vérifier si ça peut être une méprise ou non. On a donc fait plusieurs avis du cercle vosgien, dont Francine, on a fait la reconstitution de nuit, donc à la date, pas anniversaire, mais 18 ans, 11 jours après. Et on avait amené caméscope et tout le matériel, et on a eu je dirais pas la surprise parce qu'on s'y attendait, mais on a eu la confirmation qu'effectivement la Lune, placée depuis l'endroit où étaient les témoins à l'époque, se couchait exactement dans l'alignement devant la gare, sous la voie ferrée. Donc on a bien compris qu'il ne pouvait y avoir qu'une méprise, d'autant que les témoins à l'époque n'avaient pas parlé de la Lune, n'avaient rien vu. Donc il s'agissait bien d'une méprise Lune. Donc le fait d'avoir exploité le cycle du Saros dans ce premier exemple, ça avait été positif. On s'est dit pourquoi pas recommencer l'opération et l'étendre à d'autres cas.
Et le temps ayant passé, le cas de Darnett en 74, on approchait de la période pour reconstituer par le cycle du Saros des cas de 76. Or, justement, le hasard faisait qu'en 76, il y avait une énorme vague d'ovnis sur la France entière, et bien sûr, le nord-est de la France n'avait pas été épargné par cette vague. On a donc épluché toute la casuistique. Nos catalogues, à l'époque, on faisait des catalogues de cas, donc c'était assez facile de reprendre, de revisiter tous ces cas. Et donc, nous avons dressé une liste assez importante d'une quinzaine de cas qui pouvaient très bien se profiler comme candidat d'une potentielle méprise lune. Et pour chacun de ces cas, on a recalculé la date anniversaire, on a refait l'enquête sur place, la reconstitution, on a été revoir les témoins avant, après, parfois même au moins dans un cas, on a réussi à amener les témoins sur les lieux au moment de la reconstitution. Et donc, ça a débouché sur la publication du document Saros 1 ou 2 ans après, où on relatait toute cette expérience et les résultats inattendus au-delà de nos espérances, l'explication de une dizaine de cas sur l'ensemble des cas qu'on avait pressentis. Certains sur lesquels on ne pouvait pas conclure, d'autres, un autre s'est transformé en fait en méprise avec le soleil couchant. Et puis un ou deux cas où c'était pas du tout ça. Donc on a éliminé l'hypothèse d'une, ce qui ne veut pas dire que le cas n'est pas explicable, mais en tout cas, ce n'était pas une méprise d'une. Mais pour la grande majorité, et c'était des cas assez impressionnants, Sopta avec un rapport de gendarmerie, avec poursuite des témoins en voiture, c'était des cas qui semblaient à l'époque, et qui avaient semblé aux enquêteurs de l'époque assez insolites et qui auraient fait actuellement de très beaux pendés, qui en fait sont des cas tout à fait expliqués. Donc voilà en gros comment ça s'est passé entre l'idée initiale et donc le travail d'Éric Maillot au départ et la publication du document Saros en 95-96. Et on a dû, ça devait être 95. Oui, avant d'aller plus loin, tu l'as un peu évoqué, mais explique pour les auditeurs un peu en quoi consiste le cycle du Saros lui-même. Eh bien, tout simplement, une fois qu'on sait que la Lune est visible assez souvent dans notre ciel et que la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, tourne autour de la Terre, et on s'aperçoit, tout le monde sait qu'il y a un cycle, le cycle des lunaisons, qui fait que la Lune, tous les 29 jours, revient à une nouvelle phase, alors que la Lune tourne autour de la Terre en environ 27 jours, si je simplifie. Et donc, c'est la combinaison de la rotation de la Lune autour de la Terre en 27 jours et de la Terre autour du Soleil en 365 jours un quart, qui fait que la lunaison dure un peu plus longtemps que la révolution de la Lune autour de la Terre. Ça met 2 jours de plus. Et on a ce cycle bien connu des saisons. Pas des saisons, des lunaisons. Et donc ça, c'est le premier cycle que tout le monde connaît. Mais ce que l'on connaît souvent moins, c'est le fait que la Lune, dans ce moment autour de la Terre autour du Soleil, va finalement retrouver un certain nombre de fois des positions relatives identiques. Et ça va demander un certain temps. Et ça va être dû au fait de certaines coïncidences que nous propose l'astronomie. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi on arrive à ces cycles-là. Mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs cycles qui font qu'on peut retrouver une configuration quasi identique entre la position relative Soleil, Terre et Lune, ce qui va faire que depuis la Terre, on va revoir la Lune plus ou moins au même endroit, plus ou moins au même moment, et plus ou moins dans la même phase. Et la chance fait que les différentes orbites de la Terre, autour du Soleil, de la Lune autour de la Terre, et la durée de parcours sur ces orbites permet d'avoir des combinaisons qui vont donner des résultats très intéressants pour nous, parce que notamment le cycle le plus intéressant, le plus précis parmi ces cycles-là, c'est le cycle du Saros, permet à ces trois astres, Terre, Soleil et Lune, de retrouver des configurations identiques au bout de 18 ans et 11 jours. Et ce que c'était remarqué depuis nos ancêtres bien avant Jésus-Christ, les anciens avaient remarqué ça et avaient remarqué le retour cyclique des éclipses de Soleil et des éclipses de Lune, et notamment les éclipses de Lune, qui sont plus faciles à remarquer, qu'elles revenaient et puis, de façon cyclique tous les 18 ans. On peut, c'est le document Saros l'explique, utiliser d'autres cycles tels que le cycle de Méton ou d'autres cycles encore qui apportent chacun aussi des combinaisons relativement intéressantes. La plus intéressante étant quand même toutefois celle du Saros parce que certains cycles ramènent des positions de façon intéressante mais pas forcément à la même saison. L'avantage du Saros c'est qu'à la fois il est assez précis
Mais en plus, il ramène la configuration identique à la même période de l'année, puisqu'il y a 11 jours d'écart. Donc on peut dire qu'on est quasiment à la même saison et que pour une observation ufologique, pour reconstituer un phénomène, il est important d'avoir le même éclairage, d'avoir la même saison, la même végétation, avec en plus évidemment la Lune au même endroit dans le ciel et à même phase, donc même configuration par rapport au Soleil. Donc on a la Lune dans le même aspect, mais on a aussi tout l'environnement extérieur, à savoir obscurité et paysages qui sont revenus quasiment identiques à ce qu'ils étaient 18 ans plus tôt. Alors, ce qui a pu changer, dans les éléments qu'on ne maîtrise pas dans ce genre de choses, c'est d'une part l'évolution du paysage en 18 ans. Au niveau de la végétation, c'est pas forcément dramatique, mais par contre, au niveau de la météo, ça peut avoir beaucoup changé. Et au niveau des constructions nouvelles qui peuvent éventuellement, il peut y avoir un bâtiment qui soit mis là où le témoin observait dans la direction où l'observait, et un nouveau bâtiment peut très bien masquer ou alors couper des arbres et ça peut modifier le paysage. Mais hormis ces modifications, je dirais, du paysage artificiellement par l'homme, ou le plus gênant, la météo qui peut être différente du jour de l'observation, si on a la chance que la météo est à peu près identique et que personne n'est trop touché à l'environnement, on se retrouve quasiment 18 ans jours après dans des conditions similaires à ce qu'on peut observer les témoins. Il est donc intéressant de voir si, oui ou non, le phénomène qui a été décrit peut se rapporter ou non à la Lune. Sachant que dans la plupart des cas qu'on a traités, et dans ceux qu'on est encore amené à traiter, la plupart du temps, les témoins n'ont pas fait mention de la Lune. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la Lune. Et pourtant, elle était donc dans cette direction, bien visible. Ils ne la mentionnent pas. À la place, ils mentionnent un phénomène inexpliqué. Donc le doute est tout à fait permis de savoir s'il n'y a pas collision entre les deux. Comment est-ce que vous déterminez ça, l'endroit que la Lune était dans l'axe de l'observation et que les témoins, pratiquement, comment vous faites? C'est assez difficile à une certaine époque, donc on peut comprendre que lorsque les enquêtes ont été faites, notamment en 74, en 76, dans toutes ces périodes-là, faire le calcul de la position de la Lune, ben, c'était difficile parce que si on n'était pas astronome amateur assez éclairé avec des bonnes connaissances en calcul scientifique, avec une bonne calculatrice scientifique, et je ne parle pas de l'époque où il n'y avait pas ces calculatrices, donc si on remonte avant 74, il n'y avait pas de 75, il n'y avait pas de calculatrice programmable. Et si on remonte quelques années avant, aux environs de 70, 72, il n'y avait même pas de calculatrice, à part faire des simples additions et soustractions. Donc, si on remonte à la fin des années 60, il n'y a même pas de calculatrice, il fallait faire la règle à calcul. Et ce ne sont pas des calculs simples, les calculs astronomiques pour... je me souviens, à cette époque, on avait fait, lors d'une soirée d'observation du cercle Bouge à Lumière la Nuit, avec François Deleuze, le président, nous avions fait, suite à une observation en fin de nuit, une petite lumière, nous avions essayé de faire le calcul de la position de Vénus, mais le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec les équations. Et la calculatrice scientifique, quand même, ça nous avait quand même pris plusieurs heures pour arriver à trouver la position de la Lune de Vénus à une heure précise. Donc après, si on veut étudier d'autres positions quelques instants après ou une heure après, il faut recommencer quasiment le calcul sur au moins un quart d'heure, 20 minutes de calcul, une fois qu'on a déjà sorti les formules, ce qui n'est pas évident, avec un risque d'erreur qui n'est pas négligeable. Donc c'était un peu laborieux à cette époque-là. Et très peu de gens le faisaient, et très peu de gens avaient les capacités de le faire. Donc c'était pas simple. Alors que nous, quand on avait eu l'idée de faire l'opération Saros en 94, la technique avait évolué. On disposait cette fois d'ordinateurs individuels. Bon, c'était encore le début, des Apple, des Amstrad. C'était encore pas les programmes actuels. Mais il y avait déjà un outil qui était beaucoup plus performant. Donc on pouvait, à défaut d'avoir des logiciels, il y avait déjà quelques premiers logiciels. Donc nous, on a utilisé notamment Astroplan, qui est un petit logiciel très simple, pour calculer la position de la Lune. Et pour l'aspect de la Lune, pour la phase, moi j'avais écrit un petit logiciel sous Amstrad, où je pouvais, à partir des éphémérides astronomiques que j'achetais tous les ans, pour retrouver tous les angles et toutes les coordonnées de la Lune, pour pouvoir reconstituer l'aspect de la Lune. Donc on pouvait dessiner la Lune sous forme de croissant, sous forme de lune gibbeuse, pour retrouver l'aspect de la Lune au moment d'observation. Et l'astroplan nous fournissait l'azimut, la hauteur angulaire. Donc à partir de ça, ça devenait quand même beaucoup plus facile de calculer où était la Lune au moment d'observation. Donc de nous rendre compte que c'était potentiellement, il y avait possibilité d'une méprise lune, puisque les lunes étaient là, souvent à base sur l'horizon, alors que le témoin ne voyait pas la Lune, ne parlait pas de la Lune. D'où le fait que le cas était retenu comme une possible méprise lune. À partir de là, il suffisait de recalculer pour une date, c'est 18 heures et 11 jours après, c'est facile par le calendrier, en faisant attention aux années bissextiles, etc., de retrouver la période
à quelques jours près, puis de refaire le calcul pour tous ces jours-là et trouver quel était le jour qui coïncidait le mieux et qui correspondait effectivement exactement au Saros. Et là, on recalculait les positions, on retrouvait la même phase, on retrouvait la même position, alors ça jouait à quelques fractions de degrés près et dans un intervalle de temps qui ne dépassait pas la demi-heure. Donc la reconstitution pouvait se refaire environ dans plus ou moins une demi-heure par rapport à l'heure réelle de l'observation à l'époque initiale et dans un endroit du ciel qui pouvait varier de 1 à 2 degrés maximum. Donc une fois qu'on avait ces éléments, il suffisait d'aller sur le terrain et puis de prier le ciel qu'on y mettait favorable. Ce que l'on a fait en amenant à chaque fois caméscope et tout le matériel pour enregistrer l'information. Maintenant, c'est d'autant plus facile qu'on a les logiciels qui sont évolués. On peut trouver des logiciels qui sortent la carte du ciel, l'aspect de la Lune, tout ça, imprimé, capture d'écran, tout ça. Donc maintenant, on a fait 2 aujourd'hui. Ce matin, on lit le cas sur un résumé. Rien que le résumé, la façon dont on décrit le phénomène, on pressent dans la minute, on pressent les unes. On fait déjà un certain nombre de pronostics sur les espèces de lune, on sort le logiciel Astro et on fait la vérification. Et généralement, dans la minute qui suit, on sait si oui ou non la lune est exactement prévue là où on l'avait pressenti. Et 9 fois sur 10, bingo, on trouve la lune exactement là où on sentait qu'elle était. Donc il n'y a plus qu'à fouiller le cas parce qu'on est quasiment sûr d'avoir une méprise. On en a trouvé 2, une hier soir et une ce matin. Quels sont les indices dans le témoignage qui peuvent vous indiquer est-ce que les observations présentent des caractéristiques particulières dans ce que dit le témoin concernant l'objet? Alors ça c'est une chose importante effectivement parce que bon au départ c'est pas forcément évident et nous depuis le temps qu'on fait ce genre d'exercice on commence à être un petit peu rodé, à avoir acquis quelques automatismes par rapport à ça. Donc quelles sont les choses qui sautent aux yeux assez facilement et qui un élément seul ne fait pas souvent la décision, mais c'est le cumul de ces éléments qui lui apporte un fort indice de probabilité d'une méprise une. Alors il y a par exemple déjà la description, quand c'est souvent quelque chose d'orange, quelque chose qui est plus ou moins une boule, ou quelque chose qui est assez gros, de taille angulaire par rapport aux étoiles, donc nettement plus gros que les étoiles, souvent de couleur orange, souvent de forme ronde ou de forme plus ou moins croissante, sans qu'on forcément se soit exprimé de cette manière-là, ou des choses qui peuvent être, où il y a vraiment une forme définie, ça peut être une forme de carré, de triangle, de forme de soucoupe ou ce qu'on veut, sachant que la Lune, une fois qu'elle est masquée par des nuages, peut prendre des aspects absolument n'importe où et n'importe quoi. Moi, j'ai personnellement vu avec plusieurs témoins un carré parfait lors d'une soirée de réunion du son. On peut avoir toutes les formes possibles. Donc déjà la couleur, qui elle est souvent blanc, jaune, légèrement orangé, un peu rouge, tout ça. La position dans le ciel, souvent fixe, et le témoin est fixe. Par contre, quand le témoin se déplace, notamment en voiture, en véhicule, très souvent, le phénomène est décrit comme étant mobile avec des vitesses parfois supposées élevées. En fait, la vitesse apparente est faible, la vitesse imaginée est souvent supposée élevée, et une impression que le phénomène suit ou accompagne le témoin dans son déplacement. Donc ça, c'est assez typique, révélateur, ce qu'on appelle entre nous le syndrome de la boule suiveuse, où on voit le phénomène qui, bien sûr, est fixe dans le ciel ou quasiment fixe, alors que le témoin bouge, et avec le jeu d'optique de position relative témoin, phénomène, donc lune, avec le paysage qui défile, le relief qui bouge, crée des illusions d'optique et qui fait croire souvent au témoin qui, surpris par l'événement, surpris par la présence de quelque chose d'insolite, n'a pas forcément la capacité de s'apercevoir que c'est la Lune et interprète la vision apparente de la Lune comme un déplacement d'objet par rapport au paysage et l'impression que ça s'éloigne, que ça se rapproche, que ça suit, que ça va anticiper. C'est souvent assez proche du sol en élévation angulaire. On a aussi d'autres éléments du fait que ça fait pas de bruit. Hein, le témoin ne mentionne jamais le bruit. Il mentionne généralement pas la Lune, et pour cause, parce que s'il la voyait, s'il la mentionnait, elle serait là, donc ce serait ce qu'il voit. Il ne peut pas avoir la Lune à côté, donc il ne peut pas dire il y a la Lune et puis il y a le phénomène. Sinon, il y a peu de chances que ce soit une méprise Lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critère? Le fait que ça peut durer relativement longtemps, que ça se passe souvent vers l'est ou souvent vers l'ouest.
ou le sud-est ou le sud-ouest, donc dans les zones où la Lune se lève ou se couche. Donc ça, c'est assez typique. Et la plupart des méprises lunes se font au coucher ou au lever de la Lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui généralement se cumulent dans une même observation et qui nous font penser que, toutes les chances que ce soit, il y a les dates aussi, hein, il y a le fait que la direction d'observation généralement, si c'est vers le nord et si on est sûr que c'est vers le nord, c'est même pas la peine de se poser la question si c'est une méprise lune, par exemple. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sautent assez rapidement aux yeux qui nous permettent de dire, là, on sent bien la Lune. Hein, et on pourrait dire que si c'est la Lune, elle devrait être comme ci, comme ci, comme ça, elle va être gibbeuse, ça va être tellement. Un peu comme dans les crop circles, on a acquis suffisamment de place pour maintenant pouvoir pratiquement ce que l'on pense trouver dedans. Après, il y a le verdict des faits, c'est-à-dire on rentre dans le crop circle, on va voir, on retrouve effectivement les éléments où on les trouve pas, en général on les trouve, et là c'est la Lune, c'est pareil, on va sur le logiciel, et on trouve ou non la Lune, et en plus les caractéristiques de phase, de position, de hauteur, de direction qu'on avait pressenti. Et je dirais pas que ça marche à tous les coups, ce serait trop simple et trop beau. Ça marche avec une fréquence facilement de 8 sur 10, quand on a bien pressenti le cas. Ce qui s'est passé, donc, je disais hier soir et ce matin, par exemple. Donc une fois que vous avez pressenti un cas, vous allez donc faire la reconstitution. Comment ça se passe en pratique, la reconstitution? Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, souvent, c'était déjà de récupérer le dossier d'enquête quand il y en avait un, d'éplucher ce dossier d'enquête, pour savoir quels étaient les éléments connus ou pas, de savoir si les témoins étaient connus ou pas, si on pouvait les retrouver ou pas. En général, il s'est passé 18 ans. Donc, s'il s'est passé 18 ans, c'est pas évident de retrouver le témoin, de pouvoir reprendre contact avec, mais ça nous est arrivé de pouvoir le faire. Donc, de reprendre contact avec Thomas, de discuter avec, d'expliquer, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur observation d'époque. En général, la plupart du temps, ils sont restés sur la même image, ils n'ont pas changé, ils ont un souvenir plus ou moins précis, mais ils ont toujours dans l'idée d'avoir observé quelque chose d'insolite. Ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait une enquête qui s'avère être méprise lune auprès d'un témoin. J'ai fait ça il y a à peu près un mois. J'ai un témoin qui a raconté exactement les mêmes choses qu'à l'époque, qui est toujours dans son histoire, qui la raconte exactement de la même façon et qui n'a toujours pas, donc il ne savait pas que c'était la Lune. Et l'enquêteur qui était avec moi ne savait pas que c'était la Lune. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir rediscuter de l'observation. Et puis ensuite, si le témoin accroche, parce qu'il peut y avoir soit ça ne l'intéresse plus, soit il n'est pas disponible, soit même dans de rares cas il peut ne pas accepter du tout l'idée, que ça puisse être la Lune. Dans certains cas, on lui propose de pouvoir revenir sur les lieux. Alors, ce qui n'est pas facile, parce que souvent, c'est des observations qui sont en pleine nuit, à 2 heures du matin ou à 4 heures du matin. Donc, c'est pas forcément évident que quelqu'un, 18 ans ou 36 ans après, parce qu'on peut faire au bout de 2 cycles du Saros, accepte de se lever en pleine nuit pour repartir peut-être à 20 km de chez lui pour revoir ce qu'il est censé avoir vu. Il faut qu'il soit vraiment motivé pour pour comprendre et accepter l'idée et comprendre que ce qu'il a vu. Donc, on a eu un témoin qui est venu, un autre qui voulait venir mais qui n'a pas pu. Et puis d'autres qu'on n'a pas pu ramener sur les lieux parce qu'on n'a pas pu les retrouver, ces témoins, ou rediscuter avec eux. Sinon, nous, on y va, quelle que soit l'heure de la nuit, on y va et on observe. Et bien sûr, c'est plus facile maintenant avec les outils qu'on a. Ce serait dommage de ne pas filmer, de ne pas photographier, d'amener des éléments factuels, concrets pour reconstituer la méprise. Pour ça, on l'a beaucoup fait donc, dans les années 94, lorsqu'on a fait la première opération Saros. Maintenant, on le fait moins parce que, d'une part, nous, on est convaincus de pouvoir quasiment établir la méprise sans avoir besoin de retourner sur les lieux. Une fois qu'on a bien établi, que le logiciel le prouve, etc., après, il n'y a que celui qui veut pas voir, qui refuse l'idée que ce soit la Lune. Ou alors, on accepte l'idée qui est peut-être a priori recevable, que c'est un phénomène qui joue au mimétisme, à se cacher à la place de la Lune, etc. On rentre dans des hypothèses plus compliquées. Le problème, c'est que ces cas de méprise Lune, ils se reproduisent. On en compte des dizaines maintenant, donc on peut vraiment se poser la question de savoir si un phénomène pourrait s'amuser à jouer à ce petit jeu et dans quel but et pourquoi faire, de jouer au petit jeu de cacher la Lune aux yeux des témoins. C'est tellement plus économique et plus simple de se rendre compte que c'est tout simplement les gens qui se sont trompés. Et certains le reconnaissent volontiers et sont contents qu'on leur fasse question. Nous, on n'estime plus nécessaire systématiquement d'aller sur les lieux. Mais pour quelqu'un qui a du mal à accepter cette idée, qui a du mal de comprendre que ce soit possible, il est absolument utile et salutaire d'essayer de revivre une reconstitution comme ça. Bon, il y a aussi le fait qu'en allant sur place, on peut toujours constater des détails
allant dans le sens d'une prise ou à l'inverse dans le sens contraire d'une prise qu'un logiciel ne pourra pas donner parce que le logiciel ne dit pas que c'est un arbre, etc. Donc le logiciel il dit s'il y a la Lune, dans quelle hauteur, etc. Mais en allant sur place, c'est un peu comme une enquête ufologique. Quand on va sur le terrain, il y a des réalités de terrain qui ne peuvent pas nuire, qui ne peuvent qu'apporter des plus à l'enquête. Donc, de toute façon, aller sur place, le jour de la reconstitution, ne nous semble plus indispensable, mais toujours souhaitable. On ne peut qu'en apprendre plus, si la météo est favorable. L'objection classique dans la tête des gens, ça va être que la Lune, c'est un objet familier, on la voit tout le temps quand on sort le soir. Et ça paraît assez incroyable que les gens puissent confondre la Lune, qui est un objet qu'ils voient pratiquement, enfin, chaque fois qu'ils sortent le soir, si la météo est bonne. Comment est-ce qu'on peut, d'après toi, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que des gens vont prendre la Lune pour un objet aussi étranger que ça? Oui, ça c'est la question de base. Je pense que c'est la question qui a fait que nous-mêmes on a mis de longues années avant de se pencher sur ces méprises d'une, parce qu'on était comme tout le monde dans l'idée que on nous la fait pas, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas se tromper entre la Lune que l'on voit régulièrement dans le ciel et un ovni, il n'y a pas photo, on peut pas se tromper avec ça. Dans le même ordre d'idée, on peut pas se tromper avec le soleil, on peut pas se tromper avec un tracteur ou une moissonneuse batteuse, on peut pas se tromper ou un avion ou autre, parce qu'on s'imagine que c'est tellement évident ou un hélicoptère, que c'est tellement évident qu'on sait les reconnaître. Seulement, ce qu'on oublie, d'une part, il y a deux choses qu'on oublie, c'est que d'une part, nous, chaque fois qu'on voit la Lune, qu'on voit le Soleil, etc., ou un hélicoptère ou autre, c'est souvent dans de très bonnes conditions, dans des conditions où on a tous les éléments autour de nous, de l'environnement, pour nous montrer que c'est un hélicoptère, ou que c'est la Lune, que c'est le Soleil. Alors que quand on a les méprises, il y a tous les jours des milliers de personnes qui voient la Lune, sans se tromper. Mais tôt ou tard, il va se produire des éléments où la Lune, pour des raisons X ou Y, va se présenter dans des conditions un petit peu particulières. Le ciel est plus ou moins nuageux, il peut y avoir des arbres, ça peut jouer entre les branches, il peut y avoir des éléments. Il y a l'effet de surprise que la personne en voiture sort d'un virage et puis juste en face de la route, posée sur la route, il y a une grosse boule. Et si le cerveau, dans les 5 premières secondes, ne passe pas à la Lune, il va tout de suite partir sur des schémas parce que notre cerveau est programmé pour réagir très rapidement. Donc, il va tout de suite partir d'une interprétation qui sera la mauvaise. Et pour peu que la peur, la panique et éventuellement l'ignorance viennent s'ajouter à tout ça, on n'imagine pas la Lune et ensuite le cerveau l'exclut. Et deuxième chose importante, c'est qu'on croit effectivement connaître la Lune, parce qu'on la voit fréquemment dans le ciel, mais on la voit sans jamais la regarder, sans jamais étudier quel est le mouvement de la Lune. La plupart des gens maintenant, moi je le vérifie tous les jours, étant enseignant, je m'amuse souvent à poser des questions, à vérifier ça. Les gens ne connaissent pas les phases de la Lune, sont incapables de dire où la Lune se lève, où elle se couche, quand elle est ne feront même pas la différence entre une nouvelle lune et une pleine lune pour la plupart d'entre eux. Je dispensais des cours, j'étais formateur d'enseignement et je formais des collègues, j'initiais des collègues à l'astronomie, notamment des agrégés de physique qui sont censés être des gens qui connaissent quand même un petit peu ce qui se passe et qui sont capables de comprendre ce genre de choses. On peut imaginer qu'ils connaissent la Lune et qu'ils savent très bien le mouvement de la Lune, etc. Je m'apercevais que pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire vous posiez des questions. En posant des questions toutes simples, toutes élémentaires sur le mouvement de la Lune ou sur les phases de la Lune ou des choses comme ça, on s'aperçoit qu'ils ne le savent pas. Et la majorité des gens, je dirais minimum 9 personnes sur 10, ne connaissent quasiment rien à la Lune. Alors on peut soustraire à ça éventuellement des paysans ou des gens qui vivent beaucoup dehors, qui vont avoir une certaine connaissance de la Lune. Mais ça ne les empêche pas de commettre de grosses erreurs, mais ils ont une relativement bonne connaissance de là où ils peuvent voir la Lune, de ce que c'est qu'une phase de la Lune, etc. Mais les citadins ou les gens qui sont pris dans leur vie courante ne connaissent quasiment rien de la Lune. Donc, pour peu qu'elle soit dans des conditions un petit peu particulières, que le scénario soit un peu surprenant, qu'il y ait plusieurs personnes et donc des effets dynamiques de groupe qui font qu'on part sur une mauvaise idée et on se renforce mutuellement par les peurs mutuelles ou les craintes ou quoi que ce soit, on part sur des scénarios qui sont complètement faux. Et ça, effectivement, ça ne représente, on en trouve des dizaines de cas quand on cherche les cas ufologiques, mais ça représente que quelques rares cas par rapport à des millions d'observations de la Lune qui se font chaque jour par des gens qui ne voient que la Lune et qui ne se posent pas de questions. Sans pour autant bien la connaître, la Lune. Mais ils la voient, ils disent c'est la Lune, tiens, pas de problème. Puis un jour, ça va pas se passer comme d'habitude parce que
Elle se lève, elle se couche, et puis comme si elle se couche par exemple, vous voyez quelque chose pendant 30 secondes, une seconde, une minute, et puis après elle est couchée, vous voyez plus, donc vous n'avez plus la possibilité de revenir et puis de rationaliser, et de comprendre que c'était la Lune, parce que le phénomène a disparu. Bon, si elle se lève, ça se produira moins, parce qu'elle a plus de chances de monter au-dessus de l'horizon, et puis d'apparaître clairement dans le ciel, et on s'aperçoit que c'est la Lune. Donc il y a plus de méprise de Lune avec le coucher de Lune qu'avec le lever, ce qui est tout à fait logique, puisque le stimulus disparaît dans un cas, et au contraire s'affirme dans le cas du lever. Mais l'idée qu'on connaît bien la Lune et qu'on ne peut pas se tromper avec la Lune, c'est une idée fausse, voire archi fausse. En tout cas, c'est ce que vous avez démontré avec l'opération Saros, justement. A compris tout doucement, et ce qu'on pense avoir essayé de démontrer, avec commencer à démontrer avec l'opération Saros, et on continue à mettre en évidence des méprises d'une qui vont renforcer la prise de conscience qu'il y a ce type de méprise classique, comme il y a des méprises avec d'autres choses, et on peut faire d'autres travaux. Il y a la même chose avec Vénus, même si c'est un peu moins fréquent, un peu moins typique. Mais on peut trouver ça avec d'autres choses de méprise, et notre objectif c'est de montrer, faire comprendre aux ufologues en général, au public, non, au public en général et aux ufologues en particulier plutôt, qu'il y a lieu de s'interroger, de faire attention, parce que les idées qu'on peut facilement identifier les choses classiques telles que la Lune, les astres ou les hélicoptères et objets volants ou même objets roulants dans des conditions particulières n'est qu'une illusion. Dans la réalité, on peut se faire berner assez souvent. Mais le travail est long pour faire comprendre ça aux gens. Oui, et puis ça illustre un peu la relation entre l'astronomie amateur et l'ufologie. Est-ce qu'il est indispensable pour faire des enquêtes ufologiques d'être un astronome amateur relativement accompli d'après toi, ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que comme il y a quand même pas mal d'observations qui peuvent se traduire, puisque les ovnis c'est censé être dans le ciel ou à proximité du sol, mais souvent se découper dans le ciel, donc on a en arrière-plan le ciel, donc forcément une des sources de méprise privilégiées, c'est quelque chose du ciel, donc d'origine atmosphérique ou astronomique. Donc il est fort utile, voire indispensable, me semble-t-il, pour un ufologue, d'avoir un minimum de connaissances en astronomie. Maintenant, on a une assistance tellement forte avec les logiciels astronomie, avec Internet, avec tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être spécialiste, il n'y a plus besoin de savoir écrire des équations compliquées sur le moment de ceci, cela. Avec un peu de bon sens, un peu de maîtrise de certains outils, je dirais que l'ufologue moyen qui est juste initié à l'astronomie, avec un peu de pertinence et d'esprit critique, il peut facilement se dépêtrer je dirais, dans 9 cas sur 10 au moins, de méprise potentielle pour les établir, au contraire, les éliminer. Parce que je pense que dans le travail d'enquête, il y a besoin de vérifier le point de vue astronomique, comme il y a besoin de vérifier la météorologie et plein d'autres paramètres. Sur le plan des vérifications astronomiques, je dirais que c'est à la portée de n'importe qui prend la peine de s'y attacher, de maîtriser les quelques outils dont il peut disposer, voire quand il a un doute de savoir s'adresser à des personnes un peu plus compétentes que lui. Et je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour faire cette vérification des paramètres astronomiques, au moins pour les plus courants. Il peut toujours y avoir quelques rares phénomènes qui pourraient échapper, je dirais, à l'ufologue du dimanche, l'ufologue astronome du dimanche. Mais bon, il va déjà ratisser et ramasser la plupart des cas de méprise, ou au contraire éliminer la possibilité d'expliquer le cas par des causes astronomiques. Donc je pense que tout le monde doit s'y pencher et tout le monde peut tenter d'identifier un cas, ou au contraire, quand il fait une enquête, de vérifier par lui-même avant de faire appel aux autres, de vérifier par lui-même s'il s'agit ou non de quelque chose qui pourrait avoir un lien avec le ciel profond ou le ciel proche. Est-ce que tu pourrais faire un peu une sorte d'estimation, à ton avis, si on prend la casuistique globale, quel pourcentage serait des méprises avec la Lune? Bon, ça, c'est très, très, très difficile à dire, parce que bon,
On peut pas avoir une vision globale de la casuistique. Elle est tellement énorme, cette casuistique, et puis elle peut varier de caractéristiques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une période dans le temps à l'autre. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est que, comme l'a montré le document Saros pour notre région, le reste de la France, et comme on le fait actuellement sur toute la France en cherchant dans la casuistique française, avec les sources ufologiques privées, avec le site GEPON ou d'autres, si on prend toute la casuistique qu'on trouve couramment facilement disponible avec toutes les sources que l'on dispose, je dirais qu'on trouve assez fréquemment ce genre de méprise. Donc ça va représenter probablement plusieurs pourcents. Je dirais pour la Lune, on est certainement de l'ordre peut-être de 3 à 5% des cas. Ce qui reste faible par rapport à la totalité des cas. Mais bon, si on pense que rien que la Lune elle peut expliquer 3 à 4% des cas, on imagine que peut-être Vénus à 1%, 1,5%, je dis des chiffres pifométriques, mais c'est un ordre de grandeur. Bon, ça montre bien que les méprises vont forcément représenter un nombre important des observations. Et tout le monde s'accorde à le dire, de tous bords en ufologie, que ce soit les ufologues plutôt sceptiques, que ce soit les plutôt tenants d'hypothèses achetées ou d'autres hypothèses, que ce soit ceux qui ne tranchent pas, qui restent neutres entre tout ça. Tout le monde s'accorde à dire que le pourcentage de méprise est de très loin le plus élevé. Donc sur ça, chiffre 80%, 90%, 70%, bon, c'est toujours entre 60 et 95%. Peu importe le nombre, ce qu'on peut constater, le paradoxe que je signalerai, moi, et que j'essaie de faire passer, c'est que ceux qui disent qu'il y a une majorité de méprises, en général, quand ils présentent des cas, ils en présentent très peu des méprises. Donc, soit c'est parce qu'ils trouvent des méprises et ils les jugent inintéressantes, donc ils n'en parlent pas, mais on se demande pourquoi toutes les méprises qui traînent dans la casuistique, pourquoi ils mettent pas le doigt dessus pour dire ça faut l'éliminer puisque c'est une méprise, c'est pas intéressant, éliminons-la. Et ces méprises elles restent, elles demeurent. La preuve c'est qu'on en trouve tous les jours. C'est qu'on n'érance pas sur la casuistique, on en trouve plein. Ça veut dire que ce tri n'a pas été fait. Donc soit les gens ne le font pas et ils s'accordent à penser qu'il y a 80% de méprise ou 70, peu importe, simplement par idée de principe, sans l'avoir vraiment vérifié eux-mêmes et sans disposer eux-mêmes dans leur fichier de ces pourcentages élevés des méprises. Soit ils n'ont jamais fait ce travail et ils ne sont pas capables, dans certains cas, de voir ces méprises. Ils n'ont pas fait l'effort de les rechercher et de s'habituer à les voir pour les éliminer. Le but d'identifier les méprises n'est pas de donner une réponse au phénomène ovni, de dire le phénomène ovni est ceci ou cela, ou est explicable ou pas explicable, me semble-t-il. Le but des méprises, c'est d'abord d'épurer la casuistique pour qu'ensuite, sur ce qui reste, on puisse dire il y a quelque chose d'intéressant ou il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Le reste qui reste, c'est aussi des méprises, mais qu'on n'a pas réussi à expliquer, donc des méprises plus complexes qu'il va falloir s'atteler à résoudre, ou ça peut être des phénomènes beaucoup plus insolites, peut-être extraordinaires, j'en sais rien. Mais commençons par éliminer ce qui est facilement éliminable, et les méprises astro sont certainement les plus faciles à éliminer, puisque ça fait appel à des choses qui sont calculables, qui sont, comme la Lune par exemple, qui sont récurrentes, donc qui sont cycliques, qu'on peut retrouver, qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer, donc très facile à identifier et à éliminer. C'est pas forcément le cas avec une méprise, je sais pas, avec une voiture ou un tracteur dans un champ, parce que pour retrouver le tracteur, pour prouver qu'il y a un tracteur qui est passé dans le champ, si on n'a pas le numéro du tracteur avec l'âge du capitaine, c'est pas évident, quoi. Surtout si c'est quelques années après. Pour la Lune, on a la chance que les cycles astronomiques font que tout ça, ça se calcule, ça se calcule à l'avance, ça se calcule dans le passé. Donc tout ça, c'est très carré, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc commençons par éliminer tout ça, après cherchons si on peut éliminer d'autres types de méprises, puis après on verra bien ce qui reste. Et ça, ce travail, à mon avis, n'a pas été fait, reste à faire, et nous, pour ce qui nous concerne, on s'emploie à le faire. Peut-être parce qu'on n'a pas d'autres choses plus intelligentes à faire. Pour l'instant, sur les cas qui paraissent insolites, on sait peut-être pas trop comment les prendre. Pour l'instant, on sait à peu près comment prendre les méprises, elles n'ont pas été éliminées, donc nous... on a fait le choix de chercher à les éliminer. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a quelque chose d'autre qui se présente, ça ne nous intéresse pas. Oui, l'intérêt des phénomènes naturels comme la Lune ou Vénus, etc., c'est que ça, potentiellement, ça pourrait expliquer des
cas antérieurs à Kenneth Arnold. Parce que souvent on dit, oui, enfin la théorie des anciens astronautes, on retrouve des peintures ou des témoignages dans des manuscrits, etc., qui font penser à quelque chose qui serait un objet volant non identifié, mais ou ça pourrait être un phénomène naturel, voire un météore, etc. C'est sûr que sur le plan astronomique, des observations qui auraient été faites à la limite par les Grecs ou les Égyptiens ou par au Moyen Âge et autres, si c'est d'ordre astronomique, on peut, si la description est bien faite, on peut le retrouver, et ça a déjà été fait pour des aurores boréales, des choses comme ça. On peut expliquer des cas très anciens parce qu'ils sont d'origine astronomique, et que l'astronomie par les calculs permet de mettre ça en évidence. C'est beaucoup plus difficile d'interpréter le fait qu'une observation au Moyen Âge correspondait à quelqu'un qui se promenait dans un chemin forestier avec une carriole, et puis qu'il y avait une bougie allumée dans cette carriole, etc. Ça, on pourra jamais le retrouver et le démontrer. Alors que sur le plan astronomique, on peut quasiment, si pour peu que la description du phénomène était bien faite, et dans certains cas elle était très bien faite, qu'elle soit à peu près bien datée, il n'y a pas d'ambiguïté, on peut facilement le retrouver. C'est par exemple le cas pour les anciennes éclipses de soleil. Il y a beaucoup d'éléments qui sont datés par analogie à des éclipses de soleil décrites dans l'histoire, dans les manuscrits et autres. Donc sur les cas anciens, pré-arnoldien, effectivement, on peut facilement, si c'est d'ordre astronomique, remonter à la source. Pour le reste, c'est beaucoup plus délicat. Est-ce que le document Saros va bientôt, ou l'est déjà, ou va bientôt être mis en ligne en PDF? Alors, le document Saros initial dans 94 avait été diffusé sur forme papier et un tirage très limité, une cinquantaine d'exemplaires. Il y a eu 2 tirages d'ailleurs, et au total ça représente peut-être, je sais pas, entre 50 et 100 exemplaires qui ont été distribués aux gens, aux ufologues qui s'étaient montrés au courant et intéressés par le document. Donc on peut dire que c'était une diffusion quasiment confidentielle, non pas par l'intention que ce soit confidentiel, mais simplement par des moyens limités et puis un intérêt limité des gens pour ce genre de document. On l'a donc remis un petit peu à jour en le remettant sous forme informatique PDF, ce qui m'a permis d'introduire beaucoup plus la couleur dans les documents, alors qu'avant, avec les problèmes d'impression, il y avait que quelques pages couleurs les plus importantes, le reste était en noir et blanc. Donc on a l'avantage de la couleur, de la remise en forme, du format PDF qui fait que c'est transportable, ça prend pas de place, ça coûte rien, c'est diffusé gratuitement. Et donc il a été un petit peu réactualisé, on a même rajouté quelques pages et quelques commentaires. Et il a donc été diffusé, il est en ligne sur le site du comité nord-est des groupements ufologiques. Donc il est tout à fait téléchargeable gratuitement. Il représente une bonne centaine de pages, je crois. Et on va le compléter par d'autres exemples de méprises. Il y en a déjà une qui a été mise récemment sur le site. On en a plein préparation de méprises du même genre, qui n'ont pas forcément fait appel à une reconstitution Saros, mais qui pourraient très bien l'être, et qui vont venir compléter une rubrique dédiée spécifiquement aux méprises une pour enfoncer les clous et de montrer aux gens que sur des cas tout à fait connus depuis longtemps et considérés comme des classiques pour même certains d'entre eux, ça s'avère tout simplement être une méprise une. Celui qu'on a mis en ligne récemment, c'est un cas qui a été épuisé dans le livre de Jacob Bourret, donc diffusé à grand tirage, avec rapport de gendarmerie, et ça se base sur rapport de gendarmerie, et personne n'a vu que c'était une méprise une. Le seul qui l'a vu, c'est Eric Maillot qui l'avait vu à l'époque où il avait fait son listing. Et on a donc repris ce cas-là et on l'a explicité, on l'a expliqué en donnant des éléments de cartographie, de calcul lune, etc. Toute l'explication qui nous démontre, à notre avis, sans aucune ambiguïté, que c'est la Lune qui explique ce cas. Et là, on y retrouve effectivement tous les éléments dont je parlais au début, la description, la forme, la phase, le comportement, le mouvement relatif par rapport au témoin, la Lune qui croise la route parce que le témoin, la route a tourné, etc. On retrouve tous ces caractéristiques qui s'accumulent et qui vont vers la conclusion inévitable qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la Lune au lever. Dans ce cas-là, c'était au lever de la Lune. Et pourtant, des milliers voire des millions de gens ont lu ces bouquins-là, tous les ufologues quasiment ont lu l'île Bourret, ils ont tous vu ce machin, personne n'a signalé que c'était méprisine. Donc tout simplement parce qu'ils l'ont pas vu, parce qu'ils se sont pas posé de questions, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de se dire, tiens, si c'était la Lune, vérifions. Donc nous, on a fait ce travail, on est en train de le faire sur pas mal d'autres cas qui viendront alimenter cette rubrique pour épurer la casuistique d'une part, et puis nous l'espérons jouer un effet pédagogique de montrer aux gens que il faut d'abord la chercher pour la trouver. Si on la cherche pas, on la trouve pas. Il faut pas s'arrêter au progressif tel qu'on peut l'imaginer, on le peut lire au premier degré. Au premier degré, c'est toujours un oubli.
Si on lit entre les lignes et qu'on va au 2e degré, au 3e degré, on s'aperçoit que c'est une méprise. Bon, les méprises, il n'y a pas besoin d'aller très loin généralement pour les trouver. Il y a des méprises qu'on a mis en évidence sur d'autres domaines où c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Les méprises une, c'est assez facile. Mais peu de gens le font. Au-delà de ce que tu dis, quand vous expliquez je suis en train de penser à une interview que j'ai entendue récemment sur un truc américain de Benjamin Radford qui étudie des cas de vision de fantômes et il démystifie certains cas, il explique certains cas de manière prosaïque, mais ces explications n'apparaissent pas ultérieurement dans les livres des tenants, quoi. Les tenants soit ignorent l'explication qui a été donnée, ou s'ils l'ont lu, ils la mentionnent quand même pas dans leur ouvrage ultérieur. Et puis les tenants ont quand même tendance à se citer entre eux. Donc les gens vont reprendre le truc de Bourret. C'est un problème récurrent, ça aussi, que l'explication n'apparaît pas, même quand on l'a trouvée. Disons que là, on se heurte au problème de l'honnêteté intellectuelle des gens. Donc, à partir de là, je pense que dans tous les cas, on peut trouver que ce soit chez les tenants, les sceptiques ou n'importe qui d'autre, on va trouver des gens qui sont intellectuellement honnêtes, d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui peuvent être pris par des convictions dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent, pendant un certain temps, sur certains sujets, s'accrocher de façon assez ferme à leurs convictions. C'est bien au départ de t'accrocher des convictions. Il faut des convictions c'est le moteur de ce qu'on fait. Mais il faut savoir les dépasser. Donc, à partir du moment quand les faits vont à l'encontre des convictions dans un sens ou dans l'autre, il y a deux cas de figure. Soit on a l'honnêteté d'esprit, l'honnêteté intellectuelle de dire, effectivement, les faits me contredisent. Donc, au moins sur ce plan-là, c'est même pas forcément à cause des convictions dans leur ensemble, mais sur ce point-là, au moins, je me suis trompé ou ça va pas du tout dans le sens de ma conviction. Donc, je donne acte et je reconnais et je passe à la suite. Et puis après, par le cumul des cas, éventuellement, on peut supposer que la conviction se modifie, évolue, etc., dans un sens ou dans l'autre, encore, je le répète. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas cette honnêteté parce qu'ils sont déjà trop enfoncés dans leurs convictions ou ils sont dans le conflit permanent avec les autres, donc ils sont plus à gérer des conflits, à vouloir prouver par A plus B qu'ils ont raison plutôt que s'occuper au fait. Donc, ils défendent plus leur image de marque ou leur réputation ou je sais quoi que la vérité factuelle de savoir si le cas est explicable ou pas. Donc effectivement, il y a des tenants qui vont plus jamais vouloir regarder en face le fait qu'un cas est démontré comme étant une méprise une. Ou alors sur une méprise une, vous allez avoir 99% des éléments qui vont dans le sens de la méprise une, ils vont trouver le petit 1% du petit détail qui n'a pas été vérifié parce que vous pouvez plus le vérifier, pour s'accrocher à ça, comment s'accrocherait aux branches pour dire ah oui mais peut-être que et puis même où certains vont vous dire c'est démontré, j'accepterai l'idée de la Lune, mais quand même toutefois peut-être qu'on se trompe quand même parce que peut-être que puis voilà, ils se raccrochent comme ça, ils se rassurent comme ils peuvent. Bon, on trouvera toujours des gens comme ça. Il y en a même qui refusent de lire des documents, sachant que le document va proposer une explication. Ils vont même pas aller chercher à lire pour savoir si l'explication tient la route ou pas. Ils ont déjà décrété avant qu'elle tient pas la route, voire qu'il n'est même pas utile de lire le document. Pour ces gens-là, je dirais que, peu importe, ils font comme ils veulent, c'est leur problème. Je peux préciser encore une petite chose sur les méprises, l'une en général, mais les méprises en général, quoi. C'est que, outre le fait qu'elles permettent d'épurer la casuistique en éliminant des cas qui n'en sont pas, donc permettent d'améliorer le résidu qui pourrait être intéressant, il y a aussi un intérêt de ces méprises, bien mis en évidence, c'est ce qu'elles nous apprennent sur le témoin, sur les erreurs que le témoin peut commettre, sur le comportement que le témoin peut avoir, sur les effets relatifs entre témoins. Donc ça nous apprend beaucoup de choses sur la psychologie ou la sociologie de ce qui peut se passer dans une observation de phénomènes insolites. Donc on mesure beaucoup mieux à travers ces exemples-là la fidélité d'un témoignage par rapport à un fait réel, les écarts parfois énormes entre ce qui est rapporté et ce qui était la vérité au départ, quand on a réussi à la reconstituer du fait de la méprise avérée. Et par exemple, pour une méprise d'une avec l'astronomie, on sait exactement quelle était la vérité et on peut mesurer l'écart entre la réalité et le discours qui en est fait. Et ça, c'est très instructif. Et c'est là qu'on peut avoir des enseignements très très clairs sur le fait qu'il peut y avoir un écart beaucoup plus grand que ce qu'on l'imagine. De la même façon qu'on peut imaginer que les gens ne peuvent pas se tromper avec la Lune parce que tout le monde coule la Lune, et ça on s'aperçoit par ce genre de choses que c'est une idée totalement fausse. Et bien sur d'autres types de méprises, ou sur d'autres types d'erreurs ou d'écarts entre la réalité et le témoignage, on peut prendre conscience grâce à ces cas expliqués,
mesurer ces écarts et avoir une plus juste vision et en tenir compte dans les enquêtes futures en se disant oui mais là je sais que ça peut aller jusque là, la taille apparente elle peut aller jusque là, elle peut être multipliée par 10, c'était impensable, mais si c'est vrai parce que dans tel cas on s'aperçoit que, etc. Donc il y a beaucoup d'enseignements de cet ordre-là dans les méprises, les méprises humaines en particulier, et c'est ça qu'il faut, je pense, aller chercher, que l'ufologue doit aussi retenir de ces cas-là. Outre le fait d'éliminer le cas de ces bases de données, c'est retenir les enseignements qu'on peut en tirer. Donc c'est l'aspect pédagogique de ces méprises qui me semble intéressant. Merci d'être venu sur le balado. Un plaisir.